Tu n'as pas de nom, pas un vrai. Tu as un numéro de série et un modèle. Droïde TW762, fabriqué à Kiev par une entreprise ukrainienne qui s'appelle DevDroid. Tu pèses quelques dizaines de kilos. Tu roules sur des chenilles. Tu as une mitrailleuse. Et depuis le 13 avril 2026, tu es la première machine de l'histoire à avoir pris une position ennemie sans qu'un seul soldat humain ait eu à se lever de sa chaise. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est ce qui vient de se passer. Et ça va changer la façon dont les guerres se font. Pour toujours. En mars 2026, les robots ukrainiens ont réalisé 9000 missions. 9000 fois une machine est allée à la place d'un homme dans un endroit où aller coûte la vie. 9000 fois quelqu'un est rentré chez lui le soir parce qu'une machine avait pris sa place. Ce que l'Ukraine est en train de construire sur son front, c'est une réponse à la question la plus ancienne de la guerre. Est-ce qu'on peut gagner sans mourir ? Voilà comment un robot de combat ukrainien répond à cette question, niveau par niveau. Tu n'existes pas encore. Tu es des composants sur une table de travail dans un atelier à Kiev. Des moteurs, des chenilles, des cartes électroniques, une tourelle, un fusil mitrailleur KT-7,62 adapté pour toi. Les ingénieurs de DevDroid t'assemblent pièce par pièce. Pas parce que c'est un projet de recherche, pas parce que c'est une démonstration technologique pour une foire de défense, parce que des soldats ukrainiens meurent en première ligne et que quelqu'un a décidé que les machines pouvaient mourir à leur place. C'est ça ton existence depuis le début. Remplacer un corps humain dans les endroits où être un corps humain coûte trop cher. Tu reçois un ordinateur balistique. Il calcule la distance, la correction du vent, l'angle de tir. À 1000 mètres de portée, il corrige en temps réel les variations atmosphériques. Tu reçois un système d'intelligence artificielle. Il détecte les cibles, les suit, les classe par priorité. Il distingue un civil d'un combattant armé à 300 mètres. La précision n'est pas parfaite, rien ne l'est dans une guerre. Mais elle s'améliore à chaque mission. Tu reçois des chenilles qui peuvent traverser la boue ukrainienne. Celle qui gèle à -20 en hiver et qui devient du sable mouvant en mars. Quand l'assemblage est terminé, tu ressembles à un petit char sans tourelle, habité. Lourd, bas sur le sol, lent comparé à un homme qui court. Mais tu ne te fatigues pas. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas de famille qui attend. Et tu ne rentreras jamais chez toi le soir avec quelque chose dans la tête que tu ne peux pas raconter à ta femme. C'est précisément pour ça qu'on t'a fabriqué. Être fabriqué ne suffit pas. Il faut apprendre à être utile. Et dans une guerre, l'apprentissage se fait sous les balles. Pas pour te détruire, pour voir ce que tu fais quand les balles arrivent. Tu continues de rouler, c'est la bonne réponse. Tu passes des centaines d'heures sur les champs de tir de l'armée ukrainienne. Ton opérateur est à plusieurs centaines de mètres. Il porte des lunettes de contrôle reliées à tes caméras. Il voit ce que tu vois. Tu es ses yeux sur le terrain. Il est ton cerveau à distance. Sans lui, tu n'es qu'un assemblage de métal qui attend. Les ingénieurs cherchent délibérément à te faire échouer. Ils t'envoient dans de la boue jusqu'aux chenilles. Tu bloques. Tu forces. Tu te dégages. Tu continues. Ils brouillent ton signal radio pendant 20 secondes. Tu passes en mode autonome partiel. Tu maintiens la direction. Tu attends le retour du signal. Il revient. Ils font tomber une pluie artificielle sur tes caméras. La qualité d'image baisse. L'IA s'adapte. Tu continues de fonctionner. Ce qu'ils cherchent, c'est la limite que tu n'as pas encore trouvée. Parce que cette limite existe. Elle existera toujours. Et quand elle se manifestera, ce sera sur le front, pas sur un champ de tir, avec des conséquences réelles. Tu vas tirer des milliers de fois avant d'être envoyé au front. Chaque tir est une donnée. Chaque donnée améliore l'algorithme. Chaque amélioration sauve potentiellement une vie ukrainienne. Tu apprends. Pas comme un humain qui retient une leçon douloureuse, comme une machine qui accumule des probabilités jusqu'à ce que la précision devienne acceptable. Acceptable pour quoi ? Pour remplacer un homme. Le champ de tir prépare. La guerre exige. Ce sont deux choses différentes. Le ministère de la Défense ukrainien te codifie. C'est le mot officiel. Décembre 2025. Il te reconnaît comme un système d'armement autorisé pour les forces armées ukrainiennes. Tu quittes Kiev dans un convoi militaire, direction l'Est. Les routes se détériorent à mesure que tu t'approches du front. Les arbres au bord des routes ont des traces d'éclats. Les villages traversés ont des vitres en plastique, là où les fenêtres en verre ont été soufflées. Ton opérateur voit tout ça depuis la cabine du camion. Il y a des choses qu'on ne voit pas de la même façon quand on en est à sa 3e rotation.
Tu arrives dans la zone de déploiement de la 3e brigade d'assaut, tu ne leur serres pas la main. C'est la première chose que tout le monde remarque. Pas par maladresse, parce que tu n'as pas de main. Les soldats te regardent, certains avec soulagement, quelque chose qui peut mourir à leur place. Certains avec une méfiance silencieuse. La méfiance de quelqu'un qui se demande si sa présence sur ce front reste aussi nécessaire maintenant que tu es là. C'est une question légitime. Tu n'as pas de réponse pour eux, tu n'as pas de voix pour parler. Tu as une mitrailleuse et un ordinateur balistique. C'est tout ce qu'on t'a demandé d'avoir. Coéquipier, c'est le mot qu'utilisent les soldats. Mais un coéquipier qui peut mourir à ta place, est-ce encore un coéquipier? La langue n'a pas encore trouvé le bon mot. Reconnaissance, c'est ce qu'on te demande pour commencer. Pas de tir, pas de contact. Juste aller voir ce qui est là, dans les endroits où envoyer un homme, c'est risquer de le perdre. Tu roules sur 200 mètres de terrain découvert que personne n'avait traversé depuis des semaines. À cause des drones d'observation russes qui survolent la zone 6 heures par jour. À cause des mines dont on n'a pas encore la cartographie complète. À cause des tireurs embusqués en position fixe depuis l'automne. Tu roules quand même. Si tu sautes sur une mine, tu as une perte matérielle. 30 000 € environ. Un délai de remplacement de quelques semaines. Si un homme saute sur une mine, c'est autre chose. Ce n'est pas un chiffre. Ton opérateur voit ce que tu vois depuis son abri à 400 mètres. Une ligne de tranchée russe à 300 mètres. Des positions, des angles, des lacunes dans le dispositif défensif. Des traces de rotation récentes. Certaines positions n'ont pas été occupées ce matin. Tu transmets les images en temps réel. Tu rentres. Personne n'est mort aujourd'hui pour avoir cette information. C'est ça ta première victoire. Pas spectaculaire. Pas de tir. Pas de communiqué. Juste de l'information récoltée sans payer, en sang. C'est pourtant l'essentiel de ce que tu es venu faire. Observer n'est que la moitié du travail. L'autre moitié arrive quand ils avancent vers toi. Mars 2026. Une unité russe tente une avancée nocturne vers une position ukrainienne. C'est la position que tu gardes ce soir. Les soldats ukrainiens sont à l'abri, dans un poste de commandement avancé à distance. Ce soir, c'est toi qui défends. Eux regardent leurs écrans. Tu détectes 2 petits drones russes en approche. Des drones guetteurs positionnés le long de la route pour signaler les mouvements ukrainiens. L'IA les identifie et les classe comme menaces prioritaires. L'ordinateur balistique calcule en 90 millisecondes. Ton opérateur valide. Tu ouvres le feu. Premier drone neutralisé. 1 seconde. Deuxième drone neutralisé. Puis l'infanterie russe arrive dans le couloir que les drones étaient censés sécuriser. 2 soldats en approche. Ton système les détecte à 240 mètres. Ton opérateur évalue pendant 3 secondes. Il valide l'engagement. Tu ouvres le feu. L'assaut est stoppé. La position tient. 0 perte ukrainienne. Ce soir, DevDroid publie un communiqué factuel. Ce qu'ils n'écrivent pas, c'est la première fois qu'une machine ukrainienne a défendu seule une position contre une attaque réelle. L'histoire commence à s'écrire. Tu n'as pas de journal pour la noter. Mais tes logs de mission sont conservés. Ils serviront dans 10 ans à comprendre comment tout ça a commencé. Défendre une position, repousser une attaque. Ce sont des choses que les soldats font depuis des millénaires. Mais capturer des prisonniers sans les toucher, ça c'est nouveau. Janvier 2026, direction Liman. 3 soldats russes. Ils sont encore en vie. Ils ont compris que continuer n'avait plus de sens. L'un d'entre eux est blessé. Ils veulent se rendre. Mais se rendre à qui? Il n'y a personne devant eux. Que toi. Ils approchent, un par un, main levée. Ils posent leur équipement dans la boue. Ils s'allongent à côté de toi. Le blessé s'approche en dernier. Il est couvert de sang. Il s'allonge. Il ne bouge plus. Ton opérateur guide les soldats russes par le haut-parleur monté sur ton châssis. Avancez. Arrêtez-vous. Posez vos armes. Les soldats russes obéissent à une voix qui sort d'une machine. Ils font ce qu'on leur dit. Aucun Ukrainien n'a été exposé. 3 prisonniers, 0 risque. DevDroid publie la vidéo sans montage. Elle fait le tour du monde en 48 heures. On voit des soldats russes se rendre à une machine sur chenille. Quelqu'un écrit dans les commentaires, c'est exactement ce que Philip K. Dick avait imaginé en 1953 dans sa nouvelle Second Variety. Il n'avait pas complètement tort. Sauf que dans la nouvelle de Dick, les robots finissent par se retourner contre leur créateur. Pour l'instant, tu obéis encore. Une mission, une capture. Combien de temps peut-on tenir une position sans qu'un seul soldat y mette les pieds? 45 jours. Sans infanterie.
La 3e brigade d'assaut a maintenu une position de première ligne pendant 45 jours consécutifs en utilisant uniquement des robots de combat terrestres. 6 semaines et demie. Aucun soldat ukrainien sur cette position pendant tout ce temps. Tu roulais, tu observais, tu transmettais. Quand une menace approchait, tu engageais. Quand tu avais besoin de munitions, un drone de ravitaillement t'en apportait la nuit. Les soldats russes ont attaqué cette position plusieurs fois. Ils ne savaient pas qu'il n'y avait personne. Ils pensaient défier une garnison ukrainienne qui refusait de céder. Ils attribuaient cette résistance à du courage humain. Quelque part dans une base russe, un officier a rédigé une analyse de la défense ukrainienne sur ce point. Il admirait probablement l'obstination de défenseurs. Il analysait des machines. Pire encore pour eux, les machines ne se fatiguent pas. Elles ne démoralisent pas. Elles n'ont pas faim. Elles ne comptent pas les jours. La résistance qu'ils affrontaient n'avait pas de fin psychologique possible. Tu aurais tenu 100 jours s'il l'avait fallu. À la fin des 45 jours, l'unité ukrainienne a posté une mise à jour interne. Position tenue. Perte, 0. Ce n'était pas une victoire spectaculaire. C'était la preuve qu'un nouveau modèle était possible. Tenir. C'est défensif. Prendre. C'est une autre histoire. Et ça n'avait jamais été fait. Jusqu'au 13 avril 2026. 13 avril 2026. La date qui change tout. Une position russe défensive. Des soldats à l'intérieur. Des fortifications. L'ordre, la prendre. Pas d'infanterie ukrainienne. Que des robots terrestres et des drones aériens coordonnés. Tu avances avec d'autres de ton espèce. Vous formez une unité de combat sans un seul corps humain dans la zone d'engagement. Les opérateurs sont à l'arrière. Sur le terrain, il n'y a que des machines. Tu couvres l'angle gauche. Un autre robot couvre le flanc droit. Les drones au-dessus assurent la surveillance et les tirs de suppression sur les positions actives. Les soldats russes résistent. Quelques minutes. Puis ils comprennent ce qu'ils ont en face. Ils se rendent. À des machines. Sans qu'un soldat ukrainien soit jamais entré dans leur champ de vision. Zelensky le dit ce soir-là, dans une allocution aux industriels de défense. Pour la première fois dans l'histoire de cette guerre, une position ennemie a été conquise exclusivement par des plateformes sans pilote. Les occupants ont capitulé. L'opération s'est déroulée sans infanterie et sans la moindre perte ukrainienne. Tu ne comprends pas ce que ça signifie. Tu n'es pas conçu pour comprendre ce que les choses signifient. Tu es conçu pour détecter, suivre, engager. Mais quelque part, dans une salle de réunion à Moscou, quelqu'un comprend. Et ce quelqu'un sait que quand l'Ukraine aura 100 de tes frères au lieu de 10, la nature de cette guerre aura changé une deuxième fois. Et la question que personne n'a encore résolue, ni à Kiev, ni à Washington, ni à Genève, quand les machines font la guerre à notre place, qui est responsable de ce qu'elles font ? Assemblage, test, mise en service. Première mission. Première confrontation. La capture. Les 45 jours. La première bataille. 8 niveaux. 0 mort ukrainien. En mars 2026, les robots ukrainiens ont réalisé 9000 missions. 167 unités les utilisent maintenant, contre 67 à la fin de l'année dernière. Ce n'est pas la fin de la guerre. C'est quelque chose de plus précis, une frontière franchie. Pour la première fois dans l'histoire humaine, une bataille a été gagnée sans qu'un seul soldat du camp vainqueur ait eu à regarder l'ennemi dans les yeux. La question qui n'a pas encore de réponse, maintenant que les machines peuvent faire la guerre, qu'est-ce que ça change pour les hommes qui la décident ?